La licence de production, bien là, effectivement, quand on veut passer à l'étape suivante, donc on veut produire des hydrocarbures, on a fait des recherches, on pense qu'il y a un gisement qui peut être intéressant. Là, il faut s'adresser à la Régie de l'énergie, mais la fonction de la Régie, donc un nouveau joueur qui s'ajoute, mais en ce qui concerne la Régie, le gouvernement va déterminer par règlement les éléments dont elle doit tenir compte et ceux sur lesquels elle doit se prononcer. Autrement dit, le gouvernement va fixer le corridor à l'intérieur duquel la Régie va devoir se situer quand elle rend sa décision. Je pense que la Régie de l'énergie, c'est un peu le pendant de l'Office national de l'énergie. Donc, c'est un tribunal et on ne peut pas intervenir là comme, c'est pas un BAP là, où les citoyens peuvent aller exprimer leur inquiétude, leur opposition. C'est un tribunal, donc il faut être représenté par avocat. Et donc, c'est très difficile, c'est très onéreux de participer à ce genre de truc-là. Il faut aussi démontrer qu'on a l'intérêt juridique requis pour le faire. Donc, c'est pas facile. Et on a vu, on a déjà un peu une expérience avec ce que peut faire la Régie, c'est la fixation de nos tarifs d'électricité. Alors, on a vu des augmentations assez importantes. Alors, ça découlait des orientations qui ont été fixées par le gouvernement et la Régie les a avalisées. Donc, notre expérience nous montre que la Régie n'est pas, peut-être pas le meilleur instrument de protection qu'on peut rencontrer. Alors, une fois que la Régie a étudié le projet, elle va rendre une réponse positive là, si effectivement, à son avis, ça correspond aux normes, aux meilleures pratiques. Alors, c'est toujours encore l'autorégulation. Et là, la loi sur la qualité de l'environnement va devoir s'appliquer. C'est que là, il faut qu'il y ait une étude d'impact avec éventuellement un bureau d'audience publique, sauf si le ministre détermine que la demande est frivole. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une demande frivole? Je ne sais pas trop, mais je rappelle qu'à Gaspé, le promoteur est d'accord avec un BAP, la Ville le réclame, la Chambre de commerce le réclame, les comités de citoyens le réclament, et le gouvernement dit non. Alors, peut-être que c'est dans son esprit quelque chose de frivole, donc on voit que là, il y a une marge de manœuvre assez importante. Ça, c'est selon les règles actuelles, parce qu'en même temps qu'était déposé le projet de loi 106, il y a eu un autre projet de loi qui va amender la loi sur la qualité de l'environnement et qui va définir, en gros, là, je vous fais une caricature un peu grossière, il y a 4 catégories maintenant, il y a 4 catégories de projets, les dangereux, les moins dangereux, les pas très dangereux, puis les pas dangereux pantoute. Puis là, en fonction de cette catégorisation-là, ben, on pourrait avoir l'obligation de tenir un BAP ou non, ou de prendre d'autres mesures. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quelle catégorie seraient définis là, les projets d'hydrocarbures. Bon, les droits associés à la licence, ben, ça vous donne évidemment le droit de produire des hydrocarbures ou d'y stocker des matières que le gouvernement va déterminer par règlement. Alors là, évidemment, ce qui peut être inquiétant là-dessus, c'est la question du stockage. Vous savez, quand on fait de la fracturation hydraulique, normalement, ça prend environ 20 millions de litres d'eau par puits. De ces 20 millions-là, il y en a 10 millions en gros qui vont rester dans le sous-sol, puis il y en a 10 millions qui vont remonter avec les produits chimiques là, dont Marc vous parlait précédemment, et les autres molécules qui étaient dans le sous-sol, puis qui vont remonter en même temps ou qui vont avoir réagi avec les produits chimiques qu'on a introduits. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les eaux usées? Bien, historiquement, on les emmenait dans les usines de traitement des municipalités. Alors, Drummondville a accepté un certain temps, là, dans la période où il y a eu les puits qui ont été creusés au Québec. Après ça, ça a été Trois-Rivières. Puis, il y avait le colorémère d'Huntingdon, qui était prêt à prendre, lui, toute l'eau usée de la Pennsylvanie. Ça ne le dérangeait pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour traiter ça, ces eaux-là? Bien, essentiellement, il faisait de la dilution. Il ajoutait de l'eau jusqu'au moment où les barèmes étaient rencontrés, puis il rouvrait la valve, puis il envoyait ça dans la rivière ou dans le fleuve. Alors, ce n'est pas une façon de traiter ça, mais ça avait des conséquences, ça pouvait avoir des conséquences très importantes, très négatives sur les usines de traitement des municipalités qui ont été conçues non pas pour traiter des métaux lourds, mais la matière organique. Alors, évidemment, aux États-Unis, l'administration Obama a interdit, il y a quelques mois, que les municipalités puissent traiter les eaux usées. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, on les injecte dans des réservoirs, dans les vieux puits qui sont abandonnés. Et ça a éventuellement des conséquences sur la stabilité du sol. Ça joue avec l'écorce terrestre.
et ça provoque, c'est susceptible de provoquer des tremblements de terre. Alors, prenez un exemple, là, en Oklahoma, il y en avait peut-être 3 par année, des tremblements de terre. À l'époque, depuis qu'il y a les gaz de schiste, il y en a 3 par jour. Récemment, il y en a eu un 5,6 sur l'échelle de Richter, donc un tremblement de terre important. Si vous allez sur le net, vous allez trouver des images, là, des immeubles en Oklahoma où c'est fissuré un peu partout. Il y a des poursuites qui ont été engagées contre les compagnies. Donc, ça nous inquiète, ça, de savoir est-ce qu'ici, on pourrait utiliser les réservoirs qui ont été vidés. On a eu quelques réservoirs dans l'histoire du Québec. Est-ce qu'on utiliserait les vieux puits? Bon, alors c'est assez inquiétant. Ensuite, oui, alors là, on nous dit que par rapport à ça, le ministre peut prendre toute décision qui sont compatibles avec la loi. Bon, en droit, il y a une différence importante entre être conforme à la loi et être compatible. Être conforme à la loi, c'est faire ce que la loi ordonne. Être compatible, c'est faire tout ce qu'on veut, sous réserve que la loi l'interdise expressément. Donc, on voit que cette loi-là donne énormément de possibilités au ministre, de latitude au ministre pour décider à peu près ce qu'il veut. Alors, ça pose un problème parce qu'on adopte une loi et nos députés, nos élus de la population, ne savent pas trop ce qu'ils vont voter parce que tout ça va être défini soit par règlement. Il y a au moins une centaine d'endroits dans le projet de loi où on nous dit que les choses vont se régler par règlement, ou alors c'est par décision administrative du ministre, et on voit bien là, que ça peut être très problématique. D'autres droits associés à la licence. Bon, la licence de production est une durée de 20 ans, c'est renouvelable, ça vise un territoire minimal de 2 km², et c'est le 20 ans en question, c'est exactement la période que les compagnies gazières exigeaient des agriculteurs au Québec lorsque de 2008 à 2012, là, ils ont fait des puits avec fracturation. Alors, 20 ans, là, c'est une période très, très longue. Et moi, j'ai vu un de ces contrats-là qui est absolument incroyable. C'est un contrat qu'on appelle en droit léonin, c'est-à-dire qui est un peu comme la tour de Pise, là, il penche toujours du même côté, et qui permettait, par exemple, à la compagnie de creuser des puits pour aller chercher tout l'eau dont on avait besoin. Ben, chez vous, c'est grave, là, parce qu'un aquifère, ça peut couvrir l'ensemble d'une région. Peut-être que toute une région, tout un village s'approvisionne en eau potable dans cet aquifère-là. Et la compagnie gazière, à partir d'un puits privé, pouvait pomper toute l'eau dont elle avait besoin. Et s'il y avait des litiges avec le propriétaire, ben, c'était la Cour supérieure de l'Alberta qui était le tribunal compétent. Alors, ça voulait dire que les fermiers québécois, s'ils voulaient se battre avec la compagnie, il fallait qu'ils aillent faire un petit voyage en Alberta. Alors donc, c'est des permis qui sont très longs et qui visent essentiellement, je pense, encore une fois, à assurer un financement adéquat aux compagnies. D'autres droits associés, ben, le projet de loi prévoit que le gouvernement peut, pour des motifs d'intérêt public, exiger la maximisation des retombées économiques. Mais ça, c'est à l'échelle du Québec. Autrement dit, ce n'est pas nécessairement dans la municipalité où se passerait l'exploitation ou donc où se passeraient les inconvénients. Prenez l'exemple de Gaspé. À chaque fois que Petrolia, ces 2 camions par semaine qui envoient se faire raffiner chez Suncor à Montréal, bien là, il y a une maximisation des retombées, mais ce n'est pas en Gaspésie que ça se passe, c'est sur l'échelle du Québec. Donc, encore une fois, et il faut voir qu'est-ce que les conséquences de ça. Hein. Quand les compagnies arrivent quelque part, avant de fracturer le sol, ils commencent par fracturer la communauté. On le voit à Gaspé, on le voit ailleurs. Effectivement, les commerçants, les industriels disent oui, c'est bon, allons-y, on va avoir du travail, ça va donner des contrats, etc. Puis les citoyens qui sont particulièrement inquiets. Alors donc, on fracture une communauté, on fracture un territoire, mais ce n'est pas ce territoire-là qui éventuellement bénéficie des avantages. Bon, alors, quand on arrive en mode de production des hydrocarbures, là, non seulement il y a un droit d'accès au territoire, mais il y a un droit d'expropriation. Alors, quand le ministre Arcan nous dit « Ne vous inquiétez pas avec ça, il n'y en a jamais eu d'expropriation », en fait, il ne pouvait pas en avoir. Parce que dans la loi actuelle, la loi sur les mines, l'expropriation est permise pour les terres concédées ou louées par l'État, et pas sur les terres privées. Vous savez, mettons en Beauce, les producteurs de sirop d'érable
ont beaucoup loué de terres sur les terres publiques, ont loué ça à l'État pour effectivement augmenter leur production de sirop d'érable. Alors, c'est des terres louées. Là-dessus, il y avait une expropriation possible, mais sur les terres privées, il n'y avait pas d'expropriation possible. Alors, il n'y en a pas eu dans le passé parce que la loi ne le permettait pas. Là, le projet de loi, lui, le permet. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas eu, ce n'est pas un garant qu'il n'y en aura pas, c'est plutôt le contraire. Il n'y en avait pas parce que ce n'était pas permis. Comme ça devient permis, on peut penser qu'il va y en avoir. L'autre élément, le ministre Arcan nous dit, mais ne vous inquiétez pas, ça va se passer devant un juge. Et effectivement, l'expropriation, c'est le tribunal administratif du Québec qui examine ça. Mais sauf que quand c'est marqué dans la loi qu'il a le droit d'exproprier, bien, le juge ne s'interroge pas sur la pertinence ou non de l'expropriation. Le débat se concentre à ce moment-là sur l'évaluation de la propriété. Alors donc, oui, ça va se passer devant un juge, mais le propriétaire ne peut pas s'opposer à l'expropriation. D'ailleurs, dans la loi générale sur l'expropriation, on nous dit que c'est le gouvernement qui doit autoriser l'expropriation et que nulle autre autorisation n'est nécessaire. Donc, l'autorisation du propriétaire du terrain n'est pas nécessaire pour qu'il y ait expropriation. Alors, évidemment, le gouvernement dit, mais attention, il y a un verrou, parce que moi, je dois, en vertu de la loi sur l'expropriation, je dois approuver ça. Oui, mais comment penser qu'un gouvernement qui favorise autant l'exploitation gazière et pétrolière en développant un projet de loi et d'autres mécanismes réglementaires, comme Marc vous l'a montré, le RPEP, les lignes directrices, etc., comment penser que ce gouvernement-là, qui va dans ce sens-là, dirait non à une expropriation? En fait, le gouvernement aurait toujours le choix de faire une loi spéciale pour faire de l'expropriation. Et là, évidemment, ça implique un débat devant l'Assemblée nationale. Là, en le mettant dans la loi, c'est un signal fort qu'il envoie aux exploitants en disant, écoutez, on vous donne une possibilité, servez-vous-en. C'est ça que ça veut dire, parce qu'on va donc y agréer. Et comment le gouvernement pourrait-il dire non après avoir octroyé les permis, financé de façon importante ces recherches-là? Parce que la réalité, c'est qu'on n'aurait pas de recherche d'hydrocarbures au Québec si le gouvernement ne la finançait pas. En Anticosti, c'est manifeste, là, parce que c'est la grosse partie de l'argent, c'est nous qui le mettons. Et regardez les subventions qui ont été accordées récemment à Junex, à Petrolia. Dans les faits, ces compagnies québécoises-là, c'est des corporate bonds, c'est des quêteux de subventions. Et s'il n'y en avait pas de subventions, bien, il n'y en aurait pas de recherche d'hydrocarbures. Donc, c'est clair que la politique gouvernementale actuelle, tant sur le plan législatif et réglementaire que sur le plan administratif et financier, on fait tout ce qu'il faut pour favoriser ce développement-là sur notre territoire. Alors, comment croire qu'une compagnie qui a obtenu un permis de recherche d'hydrocarbures, qui rencontre tous les critères que la loi ou la réglementation impose, comment croire que le gouvernement va leur dire non quand ils vont être rendus à la phase de production, puis qu'ils vont dire qu'il faut non seulement entrer sur les propriétés, mais il faut les exproprier maintenant. Donc, le président de la Chambre des notaires, écoutez, la Chambre des notaires, ce n'est pas une organisation écologiste d'extrême gauche, là, ça c'est quelqu'un de très, très conservateur. Et quand ces gens-là nous disent, écoutez, Monsieur le Premier ministre, vous menacez la sécurité juridique de tous les citoyens, et ça, non pas au profit de l'intérêt public, mais au profit de l'intérêt privé d'exploitants, vous allez pas mal fort, là. Alors donc, c'est un élément absolument important de cette... et là, les municipalités ne sont qu'avisées, et donc, ils ont 30 jours pour réagir. Et là, dans les amendements qui ont été proposés, on a dit, on va mettre les MRC aussi. Ils vont être avisés elles-mêmes 30 jours d'avance. Et vous savez, 30 jours là, dans une municipalité, c'est très, très court. Ça veut dire quoi? Vous dites que la lettre rentre dans la municipalité avant que le maire s'en saisisse 2, 3, 4 jours, 5 jours, ça dépend des places, là. Des fois, dans les petites municipalités rurales, ça peut prendre 15 jours avant que le maire soit saisi de la chose. Là, il reste 15 jours pour réagir, engager des experts, essayer de contester ça, mobiliser la population, aller rencontrer les ministres. C'est très, 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 très court, pour à peu près impossible de faire quoi que ce soit. Et le projet de loi nous dit
mais là, quand on va être entré en phase de production, l'exploitant doit faire un rapport et verser en même temps les redevances qui sont fixées par règlement. Ça, c'est aussi particulier. Pourquoi, quand on s'engage dans l'exploitation des hydrocarbures, la population, là, elle ne sait pas comment que ça va rapporter. On commence à comprendre assez bien les inconvénients en termes climatiques, en termes des conséquences sur nos sources d'eau potable, sur la santé de la population. Mais comment ça va rapporter de l'autre bord dans la colonne, là, des positifs et négatifs, on ne sait pas. Ça va être fixé par règlement. Alors, encore une fois, nos députés, là, on ne sait pas sur quoi exactement ils votent quand ils acceptent une chose comme celle-là. Bon, il y a des conditions, effectivement, pour les stockages. Alors, je vous en ai parlé des craintes qu'on peut avoir que les anciens réservoirs, les anciens puits seraient utilisés là-dessus. Mais en ce qui concerne les réservoirs, les amendements qu'on nous propose aujourd'hui, qui ont été déposés là, cette semaine, feraient en sorte de soumettre ces compagnies qui auraient ces permis-là à peu près aux mêmes exigences que celles qui veulent faire de la production, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant dans le projet de loi. Alors donc, vous avez vu qu'il y a 2 phases, il y a 3 phases si on va jusqu'au stockage, et à l'intérieur de chacune de ces phases-là, il y a évidemment des opérations qui doivent être faites, et chacune de ces opérations-là vont impliquer une autorisation spécifique gouvernementale. Alors, pour les levées géophysiques ou géochimiques, pour les sondages, pour les forages, pour la complétion, le reconditionnement des puits, etc. Donc, il va falloir à chaque fois que le titulaire obtienne une autorisation. Et tout ça sera encore une fois inscrit dans les registres publics qui sont consultés par les ministres, par les notaires, avec évidemment des conséquences possibles sur la valeur des propriétés. La fermeture des puits, bien là, effectivement, ça prend une autorisation ministérielle, puis l'approbation d'un plan de fermeture. Et on nous dit que le passage de la fermeture temporaire à la fermeture définitive peut s'échelonner sur 4 ans. Alors, vous vous souvenez, tantôt on a parlé de 8 ans avec les amendements, s'ajouterait un autre 4 ans ici, puis tantôt on va voir les conséquences de ces délais-là. Et tout ça va être inscrit effectivement dans le registre. Et il y a une clause qui est assez inquiétante pour les producteurs agricoles. Ça dit que nul ne peut déplacer, déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente sous-section. Alors, si un agriculteur a une tête de puits qui traîne sur son terrain puis qu'il l'endommage par sa machinerie agricole, ben, il est responsable de ça. Alors, écoutez, c'est réparer ça, là, depuis de la présentation, là, on a tenté 2 fois de le réparer, et à chaque fois, c'est entre 500 000 et 1 million que ça a coûté avec des résultats nuls. Alors, est-ce que ça aurait des impacts sur la capacité des agriculteurs d'être assurés? Je ne le sais pas, mais on peut présumer qu'à tout le moins, s'il y a un risque, bien, la compagnie d'assurance, généralement, met ses tarifs en fonction de l'étendue des risques qu'elle supporte. Bon, la réhabilitation du site, bien, il y a effectivement un plan qui est sous nos ministres, et là, le ministre peut exiger le versement d'une garantie financière pour s'assurer que la compagnie va avoir l'argent nécessaire pour refaire la réhabilitation du site. Et le ministre peut même augmenter ça s'il juge que les prévisions de la compagnie sont trop optimistes. Et la disposition, le projet de loi nous dit que le gouvernement peut accorder un délai de 6 mois supplémentaires pour réhabiliter le site et dans un premier temps, dans un deuxième temps, des prolongations d'1 année. Donc, ça s'ajouterait éventuellement au délai dont on a parlé précédemment. Quand ça a été fait, que là, il y a eu un plan, puis il y a un expert qui est engagé, qui examine si le plan est respecté, il fait son rapport, et à ce moment-là, le ministre va l'approuver et va remettre à l'exploitant la garantie financière. Et là, va donc commencer la responsabilité des citoyens, parce qu'à partir du moment où l'inspecteur a passé, il a dit tout s'est fait convenablement, bien, la responsabilité de la compagnie est terminée. Et là, bien, si ultérieurement, dans les années suivantes, dans les 10, 15, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas à quelle vitesse
les contaminants risquent de remonter vers les nappes phréatiques, risquent de poser des problèmes. Ça dépend de la composition du sous-sol, de l'existence ou non de failles naturelles. Il y a une série de facteurs qui peuvent contribuer à la remontée des contaminants. Bien, si ça arrive après ça, bien là, c'est notre responsabilité. Si les puits se mettent à fuir, puis qu'ils ont été fermés selon les règles de l'art, bien, la responsabilité de la compagnie est terminée. Alors, on va commencer donc notre responsabilité à nous. Ce qui est particulier, c'est qu'en Alberta, par exemple, ben, on a mis en place un fonds commun. C'est-à-dire que si jamais une compagnie fait faillite, bien, à ce moment-là, ce n'est pas les citoyens qui doivent payer ça, mais c'est les compagnies à partir du fonds commun qu'elles ont constitué. Parce que, écoutez, moi, je suis d'assez près la jurisprudence en matière minière et les juges s'arrachent les cheveux pour comprendre les rapports entre la compagnie, son sous-contractant qui sous-contracte à nouveau, qui sous-contracte quand il y en a un qui fait faillite, les autres sont tels ou non responsables. C'est souvent très, très dur à suivre. Et c'est une stratégie générale des compagnies. On nous parle beaucoup de Petrolia qui est présent à Anticosti. Ce n'est pas Petrolia qui est présent à Anticosti. C'est une société qui a été formée par Petrolia pour travailler à Anticosti. Alors, si ça n'allait pas bien, c'est cette compagnie-là qui ferait faillite et non pas Petrolia. Et probablement Petrolia ne serait pas responsable des conséquences. Même chose avec le grand tuyau, la NRJS. Ce n'est pas TransCanada. TransCanada a formé une compagnie qui s'appelle NRJS, qui, elle, est responsable. Donc, les compagnies ont des stratégies corporatives pour se protéger, advenant qu'ils connaissent des coups durs. On liquide un sous-contractant, puis hop, on n'est plus responsable. Alors, c'est un peu ce scénario-là dans lequel on risque d'embarquer. Puis notre expérience en matière minière montre que les puits orphelins, les puits abandonnés aujourd'hui, si on veut les réhabiliter, là, on en aurait pour 4 à 5 milliards de dollars, là, selon un article qui a été publié il n'y a pas longtemps dans le Journal des Affaires. Donc, on entre exactement dans cette même logique-là où la population risque